Bonjour à tous et bienvenue au KCIS Webinar Series en partenariat avec S&P Global Market Intelligence organisé par KCIS Investor Services. Aujourd'hui, le thème de ce webinaire sera le prêt de titre en 2024. Entre changements réglementaires et tendances de marché, quelles sont les opportunités pour les investisseurs finaux? Avec nous aujourd'hui, Matt Chesum, Director chez S&P Global Market Intelligence, Rémi Ferraretto, Senior Sales au sein de l'équipe Securities Finance chez KCIS et moi-même, responsable Securities Finance pour la partie commerciale chez KCIS Investor Services. Pour avancer sur l'agenda du jour, nous allons avant toute chose faire un point sur la performance de l'industrie en 2024 grâce aux données de S&P Global qui seront présentées par Matt Chesum. Avant toute chose, bien évidemment, une évolution des revenus de 2020 à 2024 et à aujourd'hui, qui prête sur le marché du prêt de titre, quelle typologie d'actifs et quelles sont les tendances chiffrées que nous pouvons partager avec vous aujourd'hui. Ensuite, avec moi-même, nous ferons un focus sur l'actualité de l'industrie. Quels sont les sujets réglementaires du moment, mais aussi quelles sont les tendances qui impactent à ce jour et qui vont impacter l'activité tout au long de 2024 et au-delà. Enfin, avec Rémi, nous verrons les solutions de marché KCIS et comment nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs de performance, notamment avec l'activité de prêt de titre, mais pas seulement. Enfin, à la suite de cette présentation, nous aurons une session de questions-réponses afin de répondre à vos interrogations. Donc n'hésitez pas à envoyer dès à présent vos demandes. Bien évidemment, nous n'aurons pas le temps de traiter toutes les questions, en tout cas je nous le souhaite, auquel cas nous vous reviendrons après ce webinaire. Donc nous ferons un suivi, bien évidemment. Voilà. Donc je laisse la parole à Matt Chesum qui va nous faire un topo sur l'activité du prêt de titre à aujourd'hui. Merci Donia. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Matt Chesum et je représente S&P Global Market Intelligence. Chez S&P, nous proposons de nombreuses solutions opérationnelles du marché du financement des titres, notamment une base de données indépendante et propriétaire qui assure une transparence quotidienne sur le marché des prêts des titres. Nos données proviennent des courtiers du marché, des dépositaires, des gestionnaires d'actifs et des fonds spéculatifs. Et les données sont principalement utilisées par le marché pour fixer les prix de transactions de prêts de titres et à identifier la liquidité interjournalière pour créer des portefeuilles d'analyse comparative et pour calculer les risques potentiels de liquidation forcée des ventes à découvert. Donc, pour commencer, en fait, après 2 années consécutives des revenus quasi records, les revenus de 2024 à fin mai ont été inférieurs à ceux observés au cours des 3 dernières années. Des contractions des revenus peuvent être observées dans les actions américaines et asiatiques et dans les obligations d'entreprise. Parmi les actions, la baisse des revenus est le résultat d'une réduction du nombre des actions prêtées à des taux élevés. En 2023, en particulier, un certain nombre d'actions ont contribué à faire grimper considérablement les revenus du marché. Un exemple est AMC, ce qui est la société du cinéma américaine, qui a généré presque un record 650 millions de dollars tout seul. Cette action a été largement détenue par des prêteurs, ce qui a contribué à augmenter le revenu du marché entier. Au cours de cette année, alors qu'un certain nombre d'actions continuent de se négocier à des taux assez élevés, l'opportunité pour les prêteurs n'a pas été aussi importante. Donc, du côté des obligations, les frais moyens sont restés supérieurs aux moyens pluriannuels, mais ont diminué par rapport à 2023 aussi. La valeur des prêts a été élevée pour les actifs à revenu fixe, mais les taux moyens ont diminué. À la fin du mois de mai, les revenus par rapport à 2023 ont baissé plus ou moins d'environ 20%. Malgré cela, 4,73 milliards de dollars ont été générés, ce qui placerait 2024
comme la 5e année la plus génératrice de revenus depuis le début de notre service de collecte de données en 2006. Il est donc important de regarder ces chiffres et cette baisse de revenus dans un contexte beaucoup plus élargi. Alors que nous nous dirigeons vers la deuxième moitié de l'année, alors que les marchés atteignent continuellement des nouveaux sommets historiques sans période de correction significative, que la divergence de taux d'intérêt est désormais une réalité, que volatilité accrue ici en Europe et que de multiples élections doivent encore avoir lieu dans un certain nombre de grandes démocraties mondiales, à mon avis, il est bien possible que le deuxième semestre de 2024 soit plus volatile que la première moitié de l'année. Étant donné que la volatilité est souvent positive pour la demande dans les marchés de prêt des titres, je pense que le revenu devrait combler l'écart par rapport à ceux de 2023 au cours des mois prochains. Donc, après le record observé sur les marchés boursiers mondiaux au cours du premier semestre de l'année, il n'est pas surprenant que l'inventaire prêtable ait augmenté par rapport à l'année dernière. L'inventaire prêtable a augmenté pour tous les participants du marché, les gestionnaires d'actifs contribuant désormais à hauteur de 21 000 milliards de dollars d'actifs prêtables sur le marché de prêt des titres. La taille du marché a également atteint son plus haut niveau depuis 2021, atteignant 37 600 milliards de dollars en mars de cette année. Donc, les soldes prêtés ont diminué pour les gestionnaires d'actifs, les fonds de pension et les véhicules d'assurance au cours de la période aussi. Les soldes prêtés ont considérablement augmenté dans les fonds souverains, la demande augmentant à la fois pour les transactions à terme et les transactions de financement. Les soldes de prêts ont diminué en raison d'une baisse significative de la demande sur les actions européennes et d'un ralentissement des emprunts sur certains marchés asiatiques plus traditionnels comme le Hong Kong et le Singapour. Donc, comme on a déjà vu, en fait, les gestionnaires d'actifs, les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds souverains sont les participants les plus courants sur le marché du prêt des titres. En utilisant les revenus des 5 premiers mois de l'année, nous pouvons voir que les gestionnaires d'actifs ont généré la plus grande part des revenus de marché. À la fin du mois de mai, les gestionnaires d'actifs ont réalisé des revenus de 1,5 milliard de dollars, soit environ 25% de moins qu'aux mêmes périodes de 2024. Les fonds de pension ont connu une baisse de 16% de leurs revenus et les revenus des fonds d'assurance ont chuté de 26%. Cette baisse est principalement due à la baisse observée dans les taux moyens de prêt pour les obligations d'État d'entreprise. Donc, le rendement d'un point de base a chuté pour les actions et des obligations d'entreprise au cours des 5 premiers mois de cette année, en fait. Sur le marché des obligations d'entreprise, les frais moyens sont baissés depuis le changement de taux d'intérêt. L'attente d'une baisse des taux et une réduction du risque de récession affaiblit la demande vue pour les emprunts d'obligations d'entreprise. Dans le marché des actions, il y a eu moins d'occasions où elles ont été prêtées à des taux exceptionnels comme on a déjà vu. Et tout ça, ça a réduit à la fois les revenus et le rendement des prêts. La hausse soutenue des cours des actions a également eu un impact significatif sur cette mesure. Le rendement au prêtable pour les obligations d'État a connu une augmentation au cours des 5 premiers mois de cette année. Cela est dû à une augmentation des soldes de prêts par rapport à la même période de 2023. Donc, en conclusion, ce que je dirais, en fait, c'est qu'à première vue, si on regarde les chiffres présentés dans ces diapositives, il semblerait que le marché de prêt de titres se soit affaibli en 2024. Bien que cela puisse être le cas, comme mentionné précédemment, il est essentiel que le revenu et les chiffres partagés soient considérés dans un contexte beaucoup plus élargi. Donc, comme discuté précédemment aussi,
2024 a produit toujours le rendement solide par rapport à toute autre année depuis 2006 et est actuellement classé comme la 5e année la plus performante dans les 18 dernières. Compte tenu de la volatilité des marchés d'actions qui est restée faible au cours du premier semestre et un marché d'actions qui a continué à grimper de plus en plus haut, privant les emprunteurs de toute réelle opportunité de mettre en œuvre ces stratégies directionnelles, je pense que les revenus du premier semestre se sont avérés robustes, à la fois dans le contexte de l'environnement de marché et par rapport aux années précédentes. Maintenant, je vais passer la parole à Donia qui va vous parler à propos de la réglementation et tendances impactant l'activité du crédit en 2024. Merci. Merci, Matt. Alors, effectivement, on va essayer de voir ensemble quels sont les sujets qui font l'actualité 2024 sur le prêt de titre. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais on a essayé quand même de vous montrer vraiment les sujets les plus importants à avoir en tête. Avant toute chose, bien évidemment, le sujet banque centrale, taux, directeur, qui vont avoir un impact sur le prêt de titre. Tout simplement, quand bien même ça a l'air assez naturel, hein, c'est que la baisse des taux qui est prévue et qui a d'ailleurs démarré, va avoir un impact sur l'attractivité de certaines classes d'actifs pour le prêt de titre. Il y a aussi le sujet du remboursement, du TLTRO, qui va avoir un impact sur toutes les transactions type collateral downgrade, donc où certains acteurs de marché vont aller chercher des actifs type HQLA, donc extrêmement liquides et bien notés, contre une autre typologie d'actifs. Et aussi un sujet qui a impacté le prêt de titre, c'est le cash collatéral. Effectivement, avec les taux qui étaient assez élevés, on a bien vu une raréfaction du cash collatéral, étant donné que les emprunteurs, plutôt que de donner du cash qu'ils pouvaient faire travailler différemment, préféraient donner du collatéral titre, ce qui a pu avoir un impact pour certains prêteurs qui acceptaient uniquement, ou en tout cas principalement, du cash en collatéral. Le deuxième sujet, il est évident pour tout le monde, c'est la situation géopolitique. Pourquoi ? Parce que la situation actuelle va avoir un impact sur la volatilité des marchés. On parle de conflit, pour ne pas dire guerre, en Ukraine, au Moyen-Orient, et aussi les élections actuelles. On est en train de le voir aujourd'hui. Il y a eu le résultat des élections européennes. Maintenant, les élections en France qui vont avoir lieu ce week-end, en tout cas pour le premier tour, et ce qui va être extrêmement regardé, les élections américaines qui sont à venir d'ici fin d'année. Donc encore une fois, les sujets géopolitiques vont avoir un impact sur le prêt de titre, étant donné que cela va aller... en tout cas, les emprunteurs peuvent prendre des positions directionnelles, notamment suite à la volatilité que va engendrer ces points-là. Troisième sujet, qui n'est pas des moindres, j'ai envie de dire même le plus important, à aujourd'hui en tout cas le plus concret pour le prêt de titre, c'est la réglementation. Donc on parle beaucoup des sujets de capitalisation, notamment ce qu'on appelle le Basel III Endgame. Donc sans rentrer dans trop de détails parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'est le fait que les entités financières doivent capitaliser bien mieux leurs activités et qui va avoir un impact justement sur le prêt de titre parce que forcément cette activité a un coût en termes de capital et va avoir pour conséquence le fait que les emprunteurs vont sélectionner et les agent lenders aussi, sélectionner de manière beaucoup plus précise les prêteurs auxquels ils vont faire face. CSDR, alors CSDR, on pensait que la réglementation était derrière nous. Alors sachez qu'il y a des groupes de travail, de suivi en fait, de l'application de la réglementation CSDR, qui pour ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas ou ne le savent pas, est une réglementation qui pénalise les suspens de règlement livraison. Cette réglementation n'est pas efficace, en tout cas pas selon les groupes de travail qui suivent sa mise en application. Donc possiblement un impact à venir parce qu'on est en train de réfléchir à potentiellement augmenter les pénalités actuelles. Le sujet de la compensation obligatoire des US Treasuries, alors pourquoi ça va avoir un impact sur le pratique? C'est de manière
assez générique. Aujourd'hui, on parle de prêt de titre, mais le cousin du prêt de titre, c'est la pension livrée, le repo, n'est-ce pas? Et il va y avoir très certainement un impact sur cette réglementation aux US, étant donné qu'on parle maintenant de potentiellement devoir compenser les opérations de repo. Le sujet SFTR de manière générale aux États-Unis, qui le 10C1, qui est en fait le pendant de notre SFTR et qui potentiellement peut avoir aussi un impact sur les acteurs européens. Et enfin, l'ESG, alors on l'a mis dans la case réglementation quand bien même c'est plutôt impropre. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de sujets sur le prêt de titre et l'ESG. Est-ce que l'ESG est compatible avec le prêt de titre ? On était arrivé à la conclusion qu'à ce jour, oui. Néanmoins, on n'entend plus vraiment parler de ESG parce qu'on se rend compte que l'application de toutes les directives ou les bonnes volontés des personnes qui sont vraiment impliquées dans des gestions d'actifs avec une composante ESG ont quand même pas mal de mal à mettre en application ces principes-là. Quatrième point, c'est l'innovation. Alors l'innovation, pourquoi ça va avoir un impact sur le prêt de titre? Pour plusieurs raisons. La première chose qu'on est en train de vraiment voir, et on va en parler dans la slide suivante, c'est le concept de follow the sun. Avec toute la réglementation que nous sommes en train de subir et les pénalités qui vont avec, les besoins de reporting, on se rend compte que l'industrie du prêt de titre, pas que, mais aussi l'industrie du prêt de titre, est en train de suivre une logique de follow the sun. C'est-à-dire que nous étions jusqu'à présent dans une logique de batch, donc reporter des opérations à des moments précis pendant la journée, sauf que ce concept de batch est mis à rude épreuve face à toutes les obligations qui sont maintenant à la charge des acteurs de marché. Donc on voit que l'industrie du prêt de titre, et on parlera de manière plus concrète plus tard, est en train d'aller vers un concept de real time, ou alors follow the sun, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais l'idée, c'est que lorsqu'une opération est conclue, de manière quasiment instantanée, on puisse non seulement la dénouer, mais on puisse aussi reporter cette opération. Ensuite, il y a d'autres sujets, typiquement la tokenisation du collatéral, alors très à la mode, aujourd'hui encore anecdotique. Et je reprends le sujet de la compensation des pensions livrées. Encore une fois, on est dans un webinaire sur le prêt de titre, mais n'oublions pas qu'à aujourd'hui, les opérations de repo sont aussi une alternative au prêt de titre. Une fois qu'on a parlé des taux, de la situation géopolitique, de la réglementation et de l'innovation, forcément on en arrive à qu'est-ce qui se passe d'un point de vue revenu pour le prêt de titre. Je ne vais pas revenir sur ce que Matt a très clairement expliqué précédemment. Les taux de commission en 2024 sont inférieurs à 2023, restent néanmoins extrêmement importants, il faut le rappeler. Il faut vraiment regarder le trend sur plusieurs années. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a une différence effectivement entre les régions. On voit que sur les actions, les obligations convertibles et aussi les obligations d'entreprise, dans une certaine mesure, ont un rendement inférieur. Et que effectivement le manque de volatilité sur les marchés, comparé aux années précédentes, notamment aux États-Unis, font qu'il y a eu moins d'opportunités, donc moins de revenus. On voit en revanche toujours un très fort intérêt sur les transactions à terme, type upgrade de collatéral. Donc voilà de manière assez synthétique où nous en sommes dans l'actualité du prêt de titre en 2024. Maintenant, quels sont les sujets à suivre ? Donc, on peut dire qu'il y a trois thèmes. Il y a le sujet des marchés, où vont aller les marchés, le thème de la réglementation et le thème de l'innovation. Donc, si on reprend ces trois thèmes-là, bien évidemment, le sujet qui est sur toutes les bouches aujourd'hui, c'est le sujet des élections. Donc, la politique, les sujets politiques vont avoir un impact sur la volatilité des marchés, donc forcément vont avoir un impact sur la demande de prêt de titre. Il y a aussi le sujet de la politique monétaire des banques centrales. Et dans une moindre mesure, mais on trouvait assez intéressant de le noter, c'est les opportunités au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que beaucoup d'acteurs du prêt de titre, notamment les acteurs extrêmement globaux, qui ont une couverture vraiment worldwide, sont en train de dire, au-delà du marché européen, du marché américain, il faut aller regarder les autres marchés potentiellement intéressants à développer.
Et il y a effectivement un énorme lobbying en ce moment sur la zone du Moyen-Orient. Donc en termes de perspective, les marchés vont très certainement offrir des opportunités de revenus pour le prêt de titres dans ces prochains mois, voire 2025. En termes de réglementation, et encore une fois, on a essayé de sélectionner les sujets les plus importants, ou en tout cas les sujets qui sont les plus discutés. Bien évidemment, il va y avoir le suivi de T+1. Pourquoi? Parce que T+1 aujourd'hui se passe plutôt bien. Voilà. C'est le feedback qu'on a de la part de tous les acteurs de marché. Il n'y a pas eu d'événement vraiment incroyable en termes de règlement de livraison, de règlement des opérations. Tout se passe plus ou moins correctement. Maintenant, attention, qui dit T+1 aux États-Unis, maintenant dit T+1 en Europe et au UK. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, T+1 au UK, on est déjà en train de parler de fin 2027. En revanche, en Europe, il y a un groupe de travail actuellement qui est au niveau de l'ESMA, qui va rendre ses conclusions à fin 2024. Et pour l'Europe, forcément, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors certaines personnes disent, si ça s'est bien passé aux US, ça se passera très bien en Europe aussi. Attention, parce qu'en Europe, le marché est plus fragmenté et forcément, ce sera beaucoup plus compliqué à gérer. Ensuite, il y a le sujet BAL 3, Endgame. Et là, on voit beaucoup de lobbying pour assouplir les exigences en termes de capital. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans une discussion beaucoup plus globale. On a pu le voir, et ça nous renvoie au sujet de la politique, le fait qu'il y a eu beaucoup de plaidoyer de la part non seulement de chefs d'État, mais aussi de CEO de grandes banques européennes pour un allègement des contraintes réglementaires. Et donc, potentiellement, on espère une détente des obligations qui portent sur les institutions financières en Europe. En revanche, étant donné que pour le moment, ce n'est pas encore du concret, il y a quand même un sujet quant à la rentabilité des opérations de prêt de titres, et on voit de plus en plus des acteurs de marché qui revoient leur profit split, qui revoient les clauses d'indemnisation qu'ils peuvent donner dans le cadre de leur programme en agent. Il y a aussi toute une réflexion qui est en train de se faire, et il est important pour les prêteurs de le savoir, toute une réflexion sur le smart bucketing. Le smart bucketing, c'est de dire, moi, les clients qui vont me coûter très cher en termes de capital, donc de manière générale, les clients qui n'ont pas de rating, et la plupart des clients qui n'ont pas de rating, ce sont les fonds, est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas revoir les conditions financières de notre activité de prêt de titre, ou alors tout simplement arrêter de traiter face à elle? Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et puis il y a un deuxième sujet qui est en train d'être exploré, c'est comment est-ce qu'on peut noter des clients. Mais après, ça ouvre le débat sur les ratings internes. Donc voilà pour les sujets, on va dire, BAL, mais qui ne sont pas anodins. Parce que les prêteurs risquent de voir très rapidement leurs conditions dans leur programme de prêt de titre changer. CSDR, très important. Pourquoi? Parce que CSDR, aujourd'hui, on a quand même des retours de la part de gros acteurs de marché, même de banques centrales et d'associations de place, sur le fait que ça ne marche pas assez bien. Donc il y a quand même un risque qu'on arrive vers des pénalités et pourquoi pas le sujet de buy-in qui reviendrait à l'ordre du jour. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, à la base, CSDR était fait de telle sorte qu'il y aurait des pénalités en cas de suspens de règlement de livraison, mais aussi des buy-in automatiques qui seraient déclenchés. Le sujet de buy-in a été, on va dire, quelque part un peu oublié. Maintenant, il risque en tout cas de revenir au bout du jour. Et enfin, l'ESG, encore une fois, on l'a mis dans le sujet, la case réglementation, mais je pense que le sujet ESG est beaucoup plus large que le prêt de titre, encore une fois. On le voit bien, ça va... Pour prendre un exemple assez bête, le sujet des voitures électriques et le fait qu'on ne puisse pas appliquer, on va dire, la timeline qui est imposée par les réglementations actuelles. Donc des très grosses ambitions sur l'ESG, mais aujourd'hui on voit bien, notamment à travers l'article 9 et le fait que beaucoup de fonds ont dû être replacés sous l'article 8, qu'il est assez compliqué de mettre en place les ambitions ESG initiales. Et sur l'innovation, alors très rapidement, pour ne pas me répéter, donc le follow the sun, on en a parlé, c'est le fait qu'on évolue vers une logique de batch à une logique de real time.
Ça sous-entend une convergence des technologies. Donc sachez que tous les acteurs du prêt de titre aujourd'hui investissent massivement dans leur système. C'est extrêmement complexe parce qu'on est en train d'essayer de faire passer toute l'activité de finance de marché, au-delà même d'ailleurs du prêt de titre, à une logique de temps réel. Donc c'est extrêmement ambitieux et forcément ça va être des investissements gigantesques sur beaucoup d'années. Le clearing de repo, on en a parlé aussi. Et puis de manière plus, on va dire, hypothétique, le sujet du digital avec la tokenisation, le sujet des cryptos. Pour le moment, c'est plus de la théorie que de la pratique. Néanmoins, on s'avance, et notamment d'ailleurs KCIS sur le sujet de la tokenisation et des cryptocurrencies et des fonds crypto, parce qu'on sait que c'est le futur. Mais on est encore vraiment très loin. Donc voilà pour ce récap très rapide sur les sujets actuels et puis ce qu'il va falloir garder en tête pour les mois et les années à venir sur le prêt de titre. Je passe maintenant la parole à Rémi qui va très justement expliquer comment KCIS, à travers ses solutions de marché, accompagne nos clients sur ces thématiques. Merci Donia. Donc la troisième partie de ce webinaire va nous permettre de transposer ce qui vient d'être dit sur l'offre de services KCIS. KCIS, donc, tout d'abord, d'un point de vue global, offre des solutions de marché à ses clients qui ont été regroupées sous le label Market Solutions. Ce label donc, regroupe différentes activités permettant aux clients de KCIS d'accéder à des services de marché tels que le forex, l'exécution, le clearing et les solutions de pré-emprunt de titres que nous allons détailler juste après. Le modèle KCIS donc, est un modèle totalement intégré que l'on appelle Execution to Custody, qui permet donc d'avoir une prestation totalement interne et rend les process beaucoup plus robustes et beaucoup plus efficaces. Si on prend un focus sur l'offre de services pré-emprunt, tout d'abord, cette équipe qui est essentiellement basée à Luxembourg offre une présence mondiale sur tous les marchés sur lesquels le pré-emprunt est possible, regroupant toutes les catégories d'actifs, les actions, les obligations d'État et d'entreprise, les ETF et les convertibles. Il s'agit d'une expertise qui a été développée sur plusieurs années avec la présence de seniors sur le desk et une forte connaissance des portefeuilles clients et de leurs contraintes. Les offres de KCIS sont essentiellement regroupées sur trois services différents. Le premier, c'est le prêt de titre, qui est une solution permettant à nos clients d'obtenir de la performance additionnelle sur leur portefeuille en prêtant leurs titres. Cette offre prêt de titre est possible selon deux modèles, un modèle agent ou un modèle principal. Le modèle agent est un modèle dans lequel les clients, les portefeuilles vont faire face aux emprunteurs directement, alors que dans le modèle principal, les portefeuilles, eux, prêteront leurs titres uniquement à KCIS qui se retournera dans le marché pour distribuer ces titres aux contreparties emprunteuses. Donc le seul risque du portefeuille, c'est l'exposition au groupe Crédit Agricole, qui est un groupe très robuste. Enfin, ces deux modèles agent et principal peuvent également être développés dans ce qu'on appelle un process remote, c'est-à-dire un process dans lequel les clients ne seraient pas déposés chez KCIS, mais chez un autre asset serviceur. Le deuxième modèle est un modèle emprunt de titre. Alors dans cette configuration-là, le portefeuille va lui-même emprunter des titres à KCIS. C'est un modèle qui a été largement développé avec l'arrivée de CSDR, décliné sous deux formes, soit le fell coverage,
qui donc permet au portefeuille de venir demander lui-même les titres dont il a besoin, faire une sélection et décider le moment où il retournera ces titres, ou l'autoborrow. C'est un modèle donc totalement intégré qui profite du fait d'avoir les clients déposés chez KCIS pour screener les positions le jour de la date valeur de la livraison des ventes, identifier les positions négatives et aller alimenter les comptes en titres de manière à ce que nos clients puissent livrer leurs ventes. Enfin, le troisième modèle, c'est le modèle financement de titres. Donc c'est ce qu'on appelle plus communément la pension livrée, essentiellement, le repo ou le reverse repo, dans lequel donc, nos clients soit ont des besoins en cash et à ce moment-là, donc, on va leur prêter du cash contre du collatéral, ou à l'inverse, s'il s'agit de fonds régulés qui doivent respecter des limites de cash à la fin de la journée, vont prêter du cash en recevant du collatéral de qualité. Il y a également dans les opérations de financement des opérations d'asset switch. Il s'agit de ce qu'on appelle également le collatéral upgrade ou downgrade, qui permet aux banques d'améliorer leur ratio LCR. Ces opérations donc, sont des opérations très simples de prêt de titres HQLA, donc de très bonne qualité, contre du collatéral equities par exemple. Et enfin, le financement de liquidités telles que les parts de fonds, qui est tout à fait possible. C'est une catégorie d'actifs sur laquelle KCIS a déjà développé des solutions et des services à des clients renommés. Les points forts de la solution KCIS, eh bien, ils se déclinent en plusieurs modèles. Il s'agit tout d'abord d'une présence, comme on l'a vu tout à l'heure, globale sur tous les marchés. Depuis le hub entre guillemets à Luxembourg où l'équipe négocie les opérations. Un accès marché sur toutes les catégories d'actifs, donc toutes les catégories d'actifs et tous les marchés sur lesquels le prêt de titre est possible et organisé. Une gestion des risques très conservatrice, donc une approche avec des modèles qui déterminent toutes les contraintes et toutes les obligations de nos prêteurs, et l'expertise d'un dépositaire européen reconnu qui a la connaissance et la maîtrise de toutes les contraintes de ses clients, qu'ils soient donc régulés type UCITS, qu'ils soient des institutionnels, des fonds de pension ou des banques centrales. Enfin, une proximité vis-à-vis de nos clients, donc une proximité avec essentiellement au quotidien, une présence sur tous les aspects possibles de nos prestations, mais également des points marchés à fréquence, des revues régulières du service qui est mis en place. Désormais, maintenant que nous avons vu toutes ces solutions pour les clients KCIS sur le prêt de titre, nous allons pouvoir aborder les questions que vous nous avez posées pendant cette présentation. Alors, première question qui porte sur l'ESG. Donc, Donia tout à l'heure avait abordé ce sujet. Avez-vous des clients actifs dans le domaine de l'ESG qui revoient les paramètres de leur programme de prêt de titre? Si oui, dans quelle mesure? Je peux y répondre si tu veux bien. Alors, on a eu des clients, et on a toujours des clients d'ailleurs, qui ont une approche très forte sur le sujet ESG et qui du coup veulent savoir comment l'appliquer au prêt de titre parce qu'ils veulent quand même la performance de leur programme dans leur portefeuille. On n'a pas vu
les clients revoir fondamentalement tous les paramètres de leur programme. La seule chose qui est vraiment commune à tous, c'est le fait qu'ils ont tous voulu commencer à aller voter en Assemblée générale. Et même là, en réalité, il y a une grande disparité entre clients parce que certains clients ont dit on veut aller voter sur tout, sauf qu'une fois qu'on dit ça, il faut vraiment aller voter sur tout et eux-mêmes ont du mal à aller voter sur tout parce que qui dit vote dit aller lire toutes les résolutions, souvent des centaines, par titre dans lesquels ils ont investi. Certains, en revanche, ont dit on va aller voter uniquement sur les titres pour lesquels on a des participations assez importantes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir sur le sujet ESG et les modifications de paramètres dans leur programme. En réalité, pour le reste, il y a eu beaucoup de bonnes intentions, mais ils sont très vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas appliquer tout ce qu'ils voulaient faire. Typiquement, sur le collatéral, ils ont voulu aussi aller dans une logique de sélection de collatéral, mais à partir du moment où on dit, par exemple, je ne veux pas avoir des titres qui sont catégorisés oil, par exemple, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va prendre tous les ISIN qui existent sur la Terre et les exclure dans le programme en ce qui concerne le collatéral qu'ils pouvaient recevoir? Ça devient très difficile à mettre en application. Donc en réalité, à aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un petit retour vers le fondamental de si on veut être ESG conforme faire du prêt de titre, on doit aller voter, on doit sélectionner nos service providers et nos contreparties dans une optique ESG, mais on ne va pas beaucoup plus loin que ça et c'est déjà pas mal. Et si je peux ajouter quelque chose, moi je dirais qu'au niveau des données, et ESG aussi, donc il y en a beaucoup plus qui sont disponibles au marché en fait. Et donc ça va aider à tous les participants du marché à pouvoir traiter dans les critères qui sont mis sur le portefeuille parce que les prêteurs sur le marché, ils ont accès à tous ces niveaux de données qui n'existaient pas avant. D'accord. Et donc je crois que ça c'est quelque chose qu'on voit de notre côté aussi. Ok. Merci. Deuxième question, pardon. Selon vous, quel est l'intérêt pour les clients buy-side de traiter via CCP alors qu'ils sont habitués au bilatéral? Tu peux. Je prends la question. Tu peux. Donc, oui, effectivement, les chambres de compensation dans le domaine de la pension livrée, c'est un sujet qui est revenu à l'ordre du jour, essentiellement donc pour les clients, pour les sell-side qui ont des contraintes de bilan. Néanmoins, les clients buy-side, eux, restent quand même très ancrés sur du bilatéral encore aujourd'hui et transposeront leurs opérations sur des chambres de compensation lorsque essentiellement les sell-side seront tous très matures sur les plateformes. Je me souviens d'une conversation avec un gros buy-side qui me disait néanmoins je préfère monitorer mon risque nom par nom plutôt que avoir un risque regroupé sur une chambre de compensation où je ne connais pas forcément face à qui je suis. Donc chez les buy-side, ce n'est pas encore très mature. C'est en train de, petit à petit, c'est en train de se développer. Il y a beaucoup de groupes de travail et de conférences qui portent sur le sujet. C'est néanmoins une solution qui sera, dont la tendance fera que ça ne peut que se développer. Ouais, je pense aussi effectivement, et pour partager aussi mes échanges avec nos clients sur le sujet, c'est pas un sujet qui est nouveau. La compensation via CCP, bien évidemment, c'est les banques, donc le sell-side qui pousse parce que ça leur fait économiser du capital à traiter de cette manière-là. Mais côté buy-side, à aujourd'hui, est-ce qu'il y a un gros intérêt en termes de prix? Pas tant que ça. Est-ce qu'ils ont toujours l'alternative de traiter en bilatéral? Oui. Donc tant qu'il n'y aura pas, par exemple, comme le sujet du triparty, qui est arrivé il y a de ça quelques années et qui a vraiment
forcer les clients buy-side à aller sur des opérations en tripartie, parce que c'est là où ils pouvaient faire les meilleures opérations. Il faudra que côté banque et sell-side de manière générale, il y ait vraiment une volonté d'aller sur les CCP et de donner moins de possibilités sur le bilatéral. Et là, les clients type buy-side, clients finaux, n'auront pas d'autre choix qu'y aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le sujet de Bâle continue, les banques n'auront pas le choix. Et donc, de manière forcée, on finira par aller sur ces plateformes-là. Mais c'est vraiment la réglementation qui poussera tout le monde dans ce sens. Une dernière question. Il y en a une qui me paraît pas mal alors bonjour, ne vous attendez-vous pas à l'extinction du prêt-titre post-passage à T+1 en Europe? La plupart des groupes de travail sont pessimistes sur le sujet. Je ne sais pas, c'est peut-être que tous les trois on peut avoir une idée dessus. Moi je ne pense pas. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu de la réglementation, à chaque fois on a dit que le prêt-titre serait fini. La réalité, c'est que le prêt-titre, on en a besoin sur les marchés et que de manière générale, les régulateurs font en sorte que cette activité continue à exister. On disait la même chose de T+1 aux US, ça marche très bien. On disait la même chose à l'époque sur SFTR et sur CSDR. Et puis finalement, cette industrie qui est extrêmement résiliente et qui est extrêmement, qui sait mettre les moyens quand il faut, a su s'adapter. Donc moi, personnellement, je ne pense pas. Après, bien évidemment, je pense qu'on est dans un contexte plus général où on complexifie les marchés financiers à travers toutes les réglementations. Et seuls ceux qui seront équipés, on revient au sujet de la technologie, correctement pour régler leurs opérations en temps et en heure, pourront, eux, continuer à vivre dans l'environnement T+1 en Europe. Donc, je sais pas ce qui... Moi, je suis d'accord. Je crois qu'il y a toute une gamme de raisons pourquoi quelqu'un va emprunter des titres, en fait. Et donc, je crois que le délai de règlement de livraison, donc, ça joue un tout petit peu sur la raison pourquoi quelqu'un va aller emprunter un titre. Mais je crois que ce n'est pas la seule raison. Donc, je crois qu'il y en a plusieurs qui vont toujours exister après les marchés décalent à T+1. Alors, je vois qu'on est arrivé à la fin de notre webinaire. Écoutez, on vous remercie en tout cas de votre attention. Sachez que ce webinaire sera de nouveau accessible en replay sur nos plateformes et aussi sur le site kcis.com. Et pour les questions, parce qu'on en voit encore qui n'ont pas pu être adressées, écoutez, on y répondra et n'hésitez pas à nous solliciter directement. Merci Matt pour ton temps aujourd'hui. Merci Rémi et à très bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.